Ceux qui me suivent sur YouTube depuis pas mal de temps le savent peut-être, j'ai clairement été l'un des youtubeurs cinéma les plus indulgents et les plus sympas avec Jurassic World Rebirth, ou Jurassic World Renaissance, appelez-le comme vous voulez, moi vous savez que je vais sans doute naviguer entre les deux, vous connaissez la chanson, j'avais clairement été hyper enthousiaste. Clairement, à la sortie du film, j'avais vraiment défendu en fait le projet, alors pas comme un chef-d'œuvre, mais comme un blockbuster franchement solide, et surtout un blockbuster sauvé par le regard de Gareth Edwards, par son sens du gigantisme, par quelques séquences que je trouvais être franchement belles, et même par le simple soulagement de voir un Jurassic World qui ne ressemblait pas à Jurassic World 3, Jurassic World Dominion. Parce que Dominion, on va se le dire, hein, c'était pas un film, hein, c'est une crise industrielle de 2h30. Et vous connaissez tous mon amour du cinéma de Gareth Edwards. Je lui ai consacré une grosse vidéo sur la chaîne à Gareth Edwards. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous aimez le ton de cette vidéo, faut absolument vous abonner à cette chaîne. Il y a toujours des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Faut suivre cette chaîne, hein, les amis, on sort plusieurs vidéos par semaine. Une vidéo où j'analyse son style et ce que j'aimais chez lui et que j'aime toujours chez lui, que ce soit son sens de la magie très Spielbergien dans Monsters, que ce soit sa mise en scène hallucinante dans le Godzilla que je trouve toujours être un excellent blockbuster. Là, j'achète. Mais du coup, là récemment, j'ai revu coup sur coup The Creator et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, Jurassic World Rebirth. Et faut le dire, hein, je crois bien que je me suis trompé. Alors j'ai cité Jurassic World Dominion et je crois que c'est important en fait de commencer par là parce qu'en fait je crois que mon premier regard sur Jurassic World Rebirth il a été complètement parasité par Jurassic World Dominion. En fait on va dire que Rebirth je l'ai vu comme un peu comme quand tu respires en sortant la tête de l'eau, quoi. Je veux dire, tu sors d'un film qui t'a humilié comme spectateur, et d'un coup, le simple fait d'avoir un réalisateur qui sait cadrer un dinosaure, qui sait filmer un décor naturel, qui sait faire exister une créature par rapport à un humain dans le plan, ça paraît déjà être un miracle. Et franchement, au premier visionnage, je pense que c'est un peu ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas parfait, mais on a peut-être enfin le film qui a compris, parmi tous les autres Jurassic World, qu'en fait, un bon film Jurassic Park, c'est de la mise en scène. Sauf que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et c'est une vidéo très honnête que je vous prends là, parce que clairement, j'aurais pu rester sur mon avis. De toute façon, sur YouTube, on sait que c'est jamais trop bien vu, les gens qui changent d'avis comme ça un an après. Et j'aurais pu continuer à dire que oui, c'est un blockbuster imparfait mais efficace, essayer de continuer à sauver Gareth Edwards, essayer de continuer à mettre les problèmes sur le dos du scénario, ou d'Universal, ou du cahier des charges, ou même du besoin de vendre des jouets, ou de faire un film familial qui concentre un gosse, des familles. Mais en fait, je me rends compte peu à peu, et je me suis vraiment rendu compte lors du visionnage, qu'il y avait vraiment d'autres gros problèmes. Et attention d'abord, avant toute chose, je vais continuer à dire que Gareth Edwards a du talent, malgré The Creator qui est très moyen, malgré ce film-là. Je vais continuer à dire que dans Jurassic World 4, certains plans fonctionnent très bien, que le mec comprend vraiment toujours beaucoup mieux que la plupart des réalisateurs hollywoodiens actuels comment filmer le gigantisme, mais après le revisionnage, il m'a quand même forcé à admettre un truc. Avoir 2 ou 3 jolis plans de dinosaures dans un film qui ne raconte rien, qui ne construit rien, et qui, ça se voit, ne croit jamais vraiment à ce qu'il raconte, du coup ça suffit pas. Et je dirais même pire, en fait, ça rend le film encore plus frustrant. Et du coup, je vais pas mettre de côté ce qui fonctionne et ce qui a même refonctionné lors de ce deuxième visionnage, parce qu'il y en a, mais je vais être aussi un peu plus cohérent avec ce qui s'est complètement écroulé lors de ce revisionnage-là. Bon, d'abord, il reste le plaisir de voir Gareth Edwards poser sa caméra dans des décors naturels, sa volonté de faire respirer les plans, de replacer des humains minuscules face à des créatures immenses. Il reste cette volonté de revenir à un cinéma beaucoup plus physique, plus tangible et beaucoup moins plastique, on va dire, que les Jurassic World précédents. Oui, ça existe encore, ça. Il reste des idées visuelles et il reste cette idée de balade dans un zoo préhistorique qui, sur le papier, est une super idée, en fait. Je veux dire, les scènes où le film fonctionne, c'est quand il filme le T-Rex endormi, les dinosaures qui se baladent, quand il regarde les dinosaures vivre, en fait, et que ça devient une balade qui n'a pas forcément besoin de scènes d'action stéréotypées ou de 1000 péripéties pour vivre. Moi, au premier visionnage, je m'étais vraiment fait avoir, en fait, happé par cette volonté de créer un espèce de moment d'émerveillement face aux dinosaures, encore une fois, très typé Spielberg. Ce fameux moment très Spielbergien où les personnages lèvent la tête et comprennent qu'en fait, ils ne sont plus dans leur monde. Et c'est exactement ça que cherche Gareth Edwards. Je pense que c'est sincère. Sauf que au revisionnage, ça marche plus du tout. Je veux dire, la scène avec les dinosaures gigantesques titanosaures, là, elle est quand même hyper artificielle, en fait. Je suis désolé, elle m'avait ému de fou. Mais là, elle m'a horripilé. Et en fait, parce que ça rejoue une scène qu'on a déjà
déjà vu 4, 5, 6 fois dans la saga. Et tu peux mettre la caméra au ras du sol, tu peux mettre de la lumière magnifique, tu peux demander à Alexandre Desplat de faire gonfler les violons. À un moment, ça marche plus, parce que c'est très artificiel. Et à un moment, surtout, moi je trouve que le film dérape tellement que ça en devient gênant en fait. Le scénario m'énerve de fou. Le scénario, c'est la totale tendance d'un truc qui a tendance à me gonfler à Hollywood parce que c'est la mode, et vraiment flemme, c'est la structure type jeu vidéo. Je veux dire, ce scénario, c'est tellement juste une suite de niveaux avec une mission principale, 3 objectifs secondaires, des boss avec cette histoire de 3 dinosaures à choper qui n'a absolument aucun sens. C'est vraiment en fait ce qui m'a marqué au revisionnage. Rien n'est développé. Rien n'a même de sens, concrètement. Rien n'est creusé alors que l'idée, elle pourrait être fascinante. Un ancien laboratoire abandonné où sont stockés les échecs, les mutants, les abominations, bref. Tout ce que John Hammond n'aurait jamais pu montrer au public, c'est génial comme idée. Tu peux en faire un film, d'horreur biologique. Tu peux vraiment en faire du body horror. Tu peux en faire un film de laboratoire / maison hantée. Tu peux en faire un type Resident Evil avec des dinosaures. Et là-dessus, je pense même que Bayona aurait été largement meilleur, du coup. Le problème de Rebirth, c'est qu'il a un laboratoire secret rempli de mutants moches, et il n'en fait quasiment rien. Et du coup, en fait, pardon, mais c'est ce qui m'amène à une conclusion assez simple, c'est qu'en fait, ce film, il est bête de fou. On a le premier laboratoire secret de Jurassic Park, l'endroit où sont nées les horreurs que même InGen n'assumait pas, et le film trouve le moyen de l'expédier, quoi. Avec toujours le même cadre, le méchant, très méchant, le scientifique complètement réchauffé, les motivations déjà vues 100 fois, le laboratoire qu'en fait on a déjà vu aussi 1000 fois dans Jurassic Park 3, ces séquences avec la famille qui sont juste horripilantes, les moments d'émerveillement qui finalement ne fonctionnent plus vraiment. Rien n'a de plus-value en fait dans Jurassic World Rebirth, à part la mise en scène de Gareth Edwards, mais au bout d'un moment elle tourne tellement à vide que ça en devient terrible. Et alors, le film veut sa créature signature, son T-Rex, parce qu'après l'Indominus Rex et l'Indoraptor, il faut bien un nouveau machin à mettre sur les affiches, ou dans les rayons jouets, ou dans les vidéos TikTok ou YouTube. D'où vient le T-Rex? L'histoire terrible derrière le T-Rex. On s'en fout comme de l'an 40, mon gars. Et c'est terrible parce qu'en fait, Edward nous a montré que le T-Rex suffisait largement à créer des vraies séquences avec la séquence de Rado, qui est sans doute la plus réussie du film, et là où le jeu sur les échelles fonctionne du tonnerre, le T-Rex, mais rien à taper en fait. Rien à foutre de cette bestiole-là. Et le T-Rex, pardon, mais à part être moche et vaguement iconisé comme Godzilla, et à part changer d'échelle dans chaque plan, et ça c'est une spéciale de Gareth Edwards, ok, généralement j'adore, mais là faut pas me prendre pour un con, je refuse de croire que ça, c'est la même bestiole que ça. Le T-Rex, en vrai, il a rien, hein. Et je me rends compte que dans la première critique, j'avais quand même vachement glorifié le film par rapport à ça. Parce que je disais que oui, alors, Gareth Edwards parvenait à filmer le T-Rex dans la même logique qu'il filmait Godzilla, qui fonctionnait du tonnerre avec Godzilla. Toujours par fragments, toujours dans une espèce de logique d'échelle. Oui, ok, mais d'accord. Mais du coup, au service de quoi? En fait, tout le film, tu te demandes au service de quoi? Godzilla, chez Edwards, c'est une divinité catastrophe, c'est une apparition mythologique dans un monde qui est filmé comme le réel, et chaque apparition rappelle notre impuissance face à quelque chose de gigantesque et de mythologique. Le T-Rex, dans Rebirth, c'est juste un gros truc dangereux qui arrive quand le scénario a besoin d'un gros truc dangereux, quoi. Et, contrairement à Godzilla, ici, l'iconisation, vu qu'elle tourne à vide, elle suffit pas du tout à créer du mythe. Je veux dire, tu peux filmer un grille-pain, bon là, j'en fais des caisses, mais tu peux filmer un grille-pain en contre-plongée avec une grande musique dramatique, t'auras pas économisé le grille-pain, t'en auras pas fait une créature mythologique, ça restera un grille-pain filmé d'une belle manière, quoi. Et le film fait pareil, en fait, avec toutes ces espèces hybrides qui servent à rien, les raptors volants. Pourquoi ils volent? Quel est l'intérêt de les faire voler, les raptors volants? À quoi ils servent à part essayer de vendre des nouvelles figurines à 30 balles? En fait, qu'est-ce que le film fait de l'idée qu'il y a des raptors qui volent maintenant? Absolument rien. Tu peux mettre des raptors classiques, la scène c'est la même, hein. Y a pas une idée de mise en scène qui naît vraiment du fait qu'ils volent. Y a pas une utilisation terrifiante de la verticalité, y a pas une séquence où leur capacité à surgir d'en haut change la grammaire de la scène. Ils sont là, ils attaquent, ils font peur, on passe à autre chose, on peut... Ça y est, le cahier des charges, en fait tout est coché. Bon on a mis un nouveau mutant, allez c'est bon, ils vont pas nous faire chier, on passe à autre chose. Bon, d'accord, intéressant hein, comme film. Et en fait, c'est ça que je déteste maintenant. Et c'est ça que j'ai absolument détesté dans mon deuxième visionnage, qui m'avait pas tant choqué au premier, c'est ce côté catalogue en fait. Bobby, look out!
Rebirth, il raconte pas une progression, il aligne des séquences. Séquence aquatique façon dans de la mer, check. Séquence T-Rex façon roman de Crichton, check. Séquence Titanosaure façon Brachiosaure de Spielberg, check. Séquence Labo façon Alien du pauvre / Jurassic Park 3, check. Séquence T-Rex boss final, check. On coche des cases, alors ok, c'est mieux que Dominion. Évidemment que c'est mieux que Dominion, mais je veux dire, ça c'est le compliment le plus triste que tu puisses faire à un film. C'est comme dire que tel resto dégueulasse est toujours meilleur qu'une intoxication alimentaire, quoi. J'étais fier de celle-là en l'écrivant. Je veux dire, merci, mais j'attendais autre chose, en fait. Là, en gros, j'ai un film qui reste dans une zone de confort permanente en checkant toutes les cases, avec assez de talent visuel pour ne jamais devenir vraiment honteux, mais clairement trop peu de courage narratif pour devenir même intéressant, en fait. C'est en fait un film qui donne l'impression d'être toujours à 2 scènes de décoller, mais qui décolle jamais vraiment, quoi. Et je crois que c'est là où le revisionnage, il a clairement été impitoyable, parce que au cinéma, tu peux être porté par l'attente, par le son, par l'écran, par le soulagement en fait, le fait de dire bon au moins c'est pas Dominion, au moins il y a de la mise en scène, ok, mais alors chez toi, ou simplement au deuxième visionnage quand l'effet de surprise a disparu, en fait c'est terrible parce qu'il ne reste que Gareth Edwards qui donne l'impression d'expérimenter de courir après le film et qui court derrière un scénario qui lui donne jamais l'occasion de juste faire autre chose, disons que 2-3 beaux plans isolés. Et vous savez que moi la mise en scène c'est vraiment ce qui me sauve un film. J'adore, enfin dans toutes mes critiques je parle que de mise en scène en vrai. Mais là, c'est cataclysmique la manière dont elle tourne à vide. Hein. Vraiment, c'est terrible. C'est une pub en fait. C'est vraiment un réalisateur talentueux qui fait des beaux plans à qui on a donné un scénario nul. Et c'est à lui de se démerder avec ça sans avoir aucune idée de pourquoi il filme ça en fait. Et voilà pourquoi je pense que je me suis trompé en fait sur Jurassic World Rebirth. Pas parce que le film est entièrement nul, pas parce que Gareth Edwards est un mauvais cinéaste, je pense toujours pas que c'est un mauvais cinéaste, je pense qu'il a besoin de se ressaisir par contre le tonton, parce que là ça fait 2 mauvais films d'affilée, mais parce qu'on est sur un film qui finalement, comme tous les autres Jurassic World, et le premier est peut-être le seul qui en avait vraiment conscience, ne sert qu'à remplir un cahier des charges pour ramener $1 million au ciné et à garder une licence vivante le temps que les studios sachent vraiment quoi faire de la saga, quoi. Et ça, croyez-moi, c'est très très insultant pour le cinéaste qui a créé Monster et Godzilla. Voilà les amis, j'ai hâte de voir vos réactions, je suis très curieux, c'est assez rare que je fasse des vidéos comme ça où j'exprime un changement d'avis, parce que généralement je change pas d'avis, parce que mon avis est toujours génial, mais non, mais en vrai, je suis très curieux d'avoir vos retours et de voir vraiment ce que vous en avez pensé, ceux qui l'ont même revu récemment. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, très important, hein. On s'abonne à la chaîne, on me suit sur Instagram aussi, je suis très actif, le lien est dans la description. J'ai un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne, de faire des vidéos aussi régulièrement, chaque petit don aide énormément. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.